Bonjour à tous et à toutes. Donc on va commencer la présentation. Donc Silicon Labs, sécuriser vos objets connectés. Donc il est 16 heures, heure de Paris. On vient de faire une conférence juste là, très très intéressante avec des confrères, où justement on essayait de montrer les différents aspects de la sécurisation, aussi bien pour nos confrères du logiciel, où il faut s'assurer que le soft embarqué, bien évidemment, vous ne puissiez pas faire des overflows, et l'importance de pouvoir certifier d'un point de vue sécurité le logiciel amont. On a vu avec d'autres confrères tout à l'heure dans la conférence, on était il y a 15 minutes, à quel point il était important aussi quand on commence à avoir des clés de sécurité, des certificats, comment faire pour arriver à les maintenir dans le temps, comment faire pour que des objets qui puissent, venaient à être attaqués, comment faire pour enlever les clés, comment faire pour faire des mises à jour et ainsi de suite. On se rend compte vraiment que tout est une chaîne et que souvent, on va attaquer le maillon le plus faible. Et très souvent, le maillon le plus faible, c'est ce petit capteur, c'est ce petit actuateur. Et c'est lui qui est très souvent, et de plus en plus même, le maillon faible sur lesquels les fabricants de semi-conducteurs travaillent, et notamment Silicon Labs. On travaille beaucoup au niveau sécurité pour que ce maillon soit aussi robuste que le reste. Donc, le thème de cette présentation va être vraiment de parler de la sécurisation des objets connectés, vu du côté semi-conducteur, puisqu'on laissera aux autres confrères sur la partie plus informatique ou IT. Alors, le premier transparent, simplement pour vous dire juste en 2 mots qui est Silicon Labs. Silicon Labs, on est une société américaine, on a plus de 20 ans et on est spécialiste dans le domaine des objets connectés. Alors, je pense que beaucoup de personnes d'entre vous, sans le savoir, en ayant peut-être des lumières connectées, des volets roulants qui montent et qui descendent, en travaillant dans des industries où il y a des capteurs, sont utilisatrices de nos composants. Alors, comme vous le savez, faire de l'IoT, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelque part, on a un microcontrôleur, d'accord, un microcontrôleur basse consommation, parce qu'il y a certains objets qui, étant sur pile, ont besoin d'être basse conso. Faire de la basse conso d'un point de vue microcontrôleur, juste en quelques mots, c'est le fait de pouvoir se dire, mais quand j'ai un processeur, comment je peux faire pour qu'il consomme le moins ? C'est de l'éteindre. Ça peut paraître paradoxal, mais au niveau de l'IoT, on a beaucoup d'applications dans lesquelles il y a un capteur, vraiment température, humidité, enfin un capteur quel qu'il soit. Mais finalement, si on n'avait que quelques transistors, c'est-à-dire en gros un périphérique du microcontrôleur qui gère ce capteur, et que le processeur est éteint en mode hibernation, et on ne le réveille que si ce périphérique se rend compte qu'on a dépassé un seuil, eh bien, ceci, c'est des moyens élégants pour pouvoir faire des architectures ultra basse consommation. Donc, Silicon Labs, on a déjà pris cet axe-là d'avoir des périphériques intelligents, autonomes, et de pouvoir même concaténer plusieurs périphériques. Par exemple, un s'occupe de la température, l'autre de l'humidité, et on peut faire des fonctions booléennes qui vont permettre de dire je réveille le microcontrôleur ou je l'éteins. Tout ceci pour faire des applications qui sont sur pile et qui peuvent durer des dizaines et dizaines d'années. On a aussi, pour votre information, certains de nos partenaires qui peuvent faire même des interrupteurs sans fil, sans pile, et simplement en appuyant, vous envoyez une onde électromagnétique et vous allez allumer une lumière. D'accord ? Donc la basse consommation, ça c'est un des piliers de Silicon Labs. Le deuxième pilier de Silicon Labs, nous on vient du matériel, donc vraiment du semi-conducteur. On s'est dit, pour faire des objets connectés, il faut de la connectivité. Grande la palissade. Qui dit connectivité, déjà on peut être en 2.4 gigas avec du Bluetooth, du Zigbee, du Thread, du Matter, du Wi-Fi, ainsi de suite. Et ce qu'on veut pour nos clients, c'est que surtout, il n'est pas à redévelopper ce qui est du domaine du standard. Donc ça veut dire que si vous avez besoin d'un composant qui puisse faire du Bluetooth,
vous prenez la stack Bluetooth qui est développée par nos équipes et par des gens qu'on a rachetés dont leur savoir-faire était de faire du Bluetooth. Idem pour du Zigbee. Le Fred que vous avez sûrement entendu parler et qui est sur le 802.15.4, faire de l'IPv6 dans un réseau mesh. La première stack Fred a été développée par nos équipes pour un petit client qui s'appelait Nest, qui était une start-up et qui a été racheté par Google. Et maintenant, c'est OpenFred, c'est-à-dire c'est pris en charge par la communauté, mais on fait partie des sociétés qui ont créé ceci. Et pour que tous ces différents protocoles, que ce soit en 2.4 giga ou en sub-giga, vous voyez arriver beaucoup de propriétaires, mais aussi des nouveaux standards qui arrivent, par exemple avec Wison, aussi Amazon Sidewalk et ainsi de suite. À chaque fois, c'est de donner la possibilité de ce qui est standard, c'est simplement une brique logicielle que vous venez télécharger, et ce qui est propriétaire, parce que beaucoup de nos clients avaient leur propre stack historique, et ces propres stacks historiques, ils se disaient ça serait quand même bien que mon objet puisse à la fois communiquer avec l'histoire, avec mes stacks historiques, mais de l'autre côté, par exemple, être adressable avec un téléphone. D'accord ? Et donc, ceci a créé cet environnement vraiment très très large qui nous rend agnostiques des fréquences et la plupart du temps agnostiques des protocoles de communication. Voilà, là c'est juste quelques mots. Et maintenant, depuis un certain nombre d'années, on se dit qu'un des différenciateurs que l'on souhaite avoir, en plus de tout le reste, c'est la partie sécurisation. Et sécurité, et c'est là où on veut un petit peu pousser le marché à une réflexion de fond sur pourquoi la sécurité, comment la mettre en œuvre, et d'autre part, comment Silicon Labs, et ainsi que certains de nos confrères, on va vous accompagner dans ce cheminement. Alors, très rapidement sur ce transparent, ceux qui, comme moi, sont en charge et travaillent beaucoup dans le domaine de la sécurité, vous savez pertinemment que des attaques qui étaient du domaine presque de security research, maintenant, un hobbyiste, pour quelques même centaines de dollars, peut arriver, ou centaines d'euros, peut arriver à faire certaines attaques. Donc, malheureusement, c'est comme ça, on ne peut rien faire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est quand même complexe de se dire quel va être mon bon niveau de sécurité. Moi, ce que je retiendrai de ce transparent, c'est simplement le fait que la sécurité doit pouvoir évoluer dans le temps. Une chose est sûre, et on le voit avec nos téléphones portables, on le voit avec nos PC, il y a des mises à jour, et très souvent, dans les mises à jour, ce n'est pas que des fonctionnalités, c'est des mises à jour de sécurité. Donc, la première chose, c'est déjà de se dire, est-ce que l'objet que je suis en train de faire, est-ce que je vais pouvoir en faire une mise à jour? Oui ou non? Et le corollaire aussi, c'est cette mise à jour, est-ce que ça ne va pas être un moyen d'intrusion pour de nouvelles attaques? Donc, on s'est rendu compte ces dernières années que les attaques ne passaient de moins en moins de l'IT, c'est-à-dire du cloud, pour redescendre vers les objets, mais beaucoup des objets en remontant vers l'infrastructure. Et donc, tout ce qui est ransomware et ainsi de suite, on se rend compte qu'il y a tout un ensemble d'attaques possibles qui vont du denial of service, les ransomware et ainsi de suite. Je ne vais pas me focaliser sur les peurs et toutes les attaques possibles, mais plutôt comment on peut essayer de s'en prémunir. D'accord ? Donc, comme je le disais, les nœuds de votre réseau, où sont vos capteurs, vos actuateurs, petit à petit, un nœud va pouvoir être vu directement du cloud. Si on regarde l'évolution avant, le firewall ou sa gateway propre à son environnement, c'est elle qui faisait vraiment office de barrage entre ce qui est dans le cloud et les objets. Mais petit à petit, il y a une volonté d'aller vers ce qu'on appelle vers de l'IPv6, c'est-à-dire que l'objet ait une adresse IP en IPv6, donc suffisamment longue pour que du cloud, on puisse adresser n'importe lequel de ces objets. Le fait de mettre ce lien entre le cloud et l'objet va rendre encore plus nécessaire de réfléchir sécurité dès le début
de la conception et non pas à la fin. Alors, certains d'entre nous peuvent se dire, bon, ben, ok, moi, je ne mettrai jamais un objet sur le cloud, donc il n'y a aucun problème. Alors maintenant, si je regarde ce qui s'est passé ces dernières années, quand on avait, par exemple, une lumière et un interrupteur à la maison, on avait un interrupteur, on avait une lumière. Et puis on se disait, tiens, on va retirer le fil qui va entre l'interrupteur et la lumière. Puis petit à petit, on s'est dit, ah bah oui, mais finalement, si je mets une petite gateway et qu'à distance, je peux faire semblant qu'il y ait quelqu'un à la maison, j'allume, j'éteins ou je regarde l'état de mes lampes, c'est naturellement des services supplémentaires qui sont arrivés. Donc, il est difficile à l'instant présent de se dire que le moyen de se prémunir des problèmes, c'est simplement en ne reliant pas l'objet au cloud. Parce que si ce n'est pas aujourd'hui, c'est potentiellement demain, il y aura besoin de relier ces deux objets. Alors, si on regarde au niveau mondial, le NIST du côté US, mais l'ETSI fait un travail remarquable. Et si vous voulez, quand même, l'Europe, avec les RGPD, on a été parmi les premiers pour la privacy. Et maintenant, grâce au travail de l'Europe, on a quand même l'EN 303-645 qui va donner un ensemble de réglementations. Alors on va se dire, oh là là, des réglementations, encore des problèmes ou quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup de bon sens dans ce qui est demandé, que ce soit par le NIST, que ce soit par l'ETSI ou par d'autres organisations. Si on les prend étape par étape, la première chose, c'est device identification. C'est-à-dire, est-ce que j'ai bien authentifié que je discute avec ce matériel bien précis et non pas un clone de ce matériel? Pensez actuellement aux capteurs que vous avez dans votre entreprise. Vous allez voir que beaucoup de ces capteurs, potentiellement, exactement le même capteur aurait exactement le même numéro, le même ID, ou bien que cet ID il est tellement simple à prendre que vous pourriez très bien faire un clone de ce capteur. Donc, je voulais vous faire une petite parenthèse à ce niveau-là, c'est que travailler au niveau de la sécurité peut vous permettre aussi de protéger votre supply chain. Vous faites un capteur, vous allez le produire, alors j'espère pas, mais potentiellement dans un pays à bas coût. Qu'est-ce qui va empêcher votre contract manufacturer, celui qui va produire pour vous, d'en fabriquer 100 000 de plus, de changer l'étiquette et de le revendre sur un marché gris en changeant le packaging? Donc, pensant à l'authentification, pensant à mettre potentiellement des certificats, indirectement, vous pouvez aussi rendre la vie beaucoup plus difficile à l'overbuilding, qui est je produis 100 000 de plus que mes 50 000 que j'avais prévus, mais peuvent aussi vous aider à une autre chose, overbuilding, mais aussi vous permettre de travailler beaucoup plus simplement dans toute votre chaîne de conception. Parce que l'authentification sera là. Vous savez que c'est votre... Quelqu'un qui maintenant prend cet objet et puis se dit, je vais faire le même. Et il ne pourra pas faire le même parce qu'il n'aura pas accès au certificat, il n'aura pas accès à des clés qui ont été mises dès le départ. D'accord ? Donc, l'authentification, c'est fondamental, fondamental, fondamental. Et on regardera après au niveau semi-conducteur, qu'est-ce que ça implique qu'on puisse avoir de l'authentification. D'autre part, et on l'a dit en préambule, ce que l'on sait, c'est qu'on a besoin de faire des mises à jour. Donc, comment faire des mises à jour, mais des mises à jour sécurisées. D'accord ? Comment éviter qu'on puisse faire une mise à jour avec une ancienne version. D'accord ? Donc, mise à jour sécurité. Ensuite, les data protection. D'accord ? C'est-à-dire, si j'envoie une information à quelqu'un, je ne veux pas que quelqu'un d'autre puisse venir la lire et je veux qu'il y ait l'intégrité de l'information que j'ai transmise. Donc là, je dirais que c'est de la crypto classique. C'est-à-dire, si j'ai crypté l'information au départ, je la décrypte après, je peux voir s'il y a quelqu'un man in the middle si besoin. Après, au niveau des Logical Access Interface, c'est des secure debug. Souvent, les attaquants vont passer par les chaînes de JTAG ou par les chaînes de debug ou par les chaînes de over-the-air upgrade comme moyen de pénétrer dans le composant. Et donc là, il y a des savoir-faire pour réduire
ces risques et de mettre des clés sur les secure debugs, c'est-à-dire il faut des certificats bien particuliers pour pouvoir avoir accès à l'intérieur du composant et pouvoir modifier la route, enfin c'est-à-dire les différents niveaux d'application ou le firmware du produit. Et aussi la partie Cyber Event Login, là je dirais que nous on pourrait très bien, si on fait par exemple des mises à jour, on peut très bien dire, voilà, je me garde une référence sur ceux qui sont venus faire des mises à jour. Et donc du cloud, on pourrait très bien avoir accès à ça pour voir quelles sont les mises à jour, est-ce qu'il n'y en a pas plus que voulu, et ainsi de suite. Donc tout ceci, qui est vu du côté américain, se traduit de la même manière sur le N303-645, avec ne pas avoir le même password, avoir Security Store Credential, c'est-à-dire tous les niveaux de sécurité directement, de maintenir le soft, à jour, et ainsi de suite. Donc vous voyez que ces deux niveaux tendent finalement vers la même chose. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu la mise en œuvre. La mise en œuvre. Pour cette mise en œuvre, en fait, pourquoi j'ai besoin de crypto? D'accord? Et là-dessus, c'est vraiment des choses relativement simples. J'ai besoin d'abord de pouvoir faire de la confidentialité. D'accord? C'est-à-dire, c'est simplement la personne à qui j'envoie l'information qui doit pouvoir la recevoir et pas quelqu'un d'autre. J'ai besoin de l'authentification, comme notre passeport ou notre empreinte digitale. Je veux parler avec telle personne et je sais que c'est bien cette personne. L'authentification. L'intégrité, c'est être sûr que l'information que j'ai transmise n'a pas été modifiée. Alors sachez par exemple, il y a eu des attaques où si on change la consigne d'un four ou la consigne d'une centrifugeuse, ça peut faire des dégâts. Parce qu'on a changé l'intégrité de l'information qui passait. Et enfin, la privacy, qui est de dire qui a le droit de voir ou ne pas le droit, qui a le droit d'être dans ce réseau. Pour ces 4 piliers, je vais dire, il y a besoin d'une chose, c'est de crypto. C'est pas compliqué, on a juste besoin de crypto. Après, si on regarde la loi de Kirchhoff, son principe il est relativement simple. Si on veut faire de la crypto, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut qu'on puisse protéger la clé. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc maintenant, pensez dans notre vraie vie, si au passage d'une frontière, on veut savoir que c'est monsieur X, quelque part, ce monsieur, au départ, il avait son empreinte digitale, il avait son iris, il avait ce qu'on appellerait un PUF, Personal Unclonable Function, et à partir du PUF, on va mettre une information sur le passeport électronique qui permettent de faire cette corrélation où c'est bien cette personne qui se présente à nous. Ces clés doivent être mises dans des endroits sécurisés. Et donc, ces 4 piliers de la sécurité que sont confidentialité, authentification, intégrité et privacy, à la fin, sont directement corrélés avec la capacité de mettre les clés dans des endroits certifiés et sécurisés. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginez que vous ayez un certificat. Vous avez votre composant, Root of Trust, un certificat. Vous pouvez très bien vous dire, ce certificat, je le laisse, si c'était chez moi, je le laisse sous le paillasson. Comme la clé, je la laisse sous le paillasson, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un rentre, il va regarder sous le paillasson, il prend le certificat, puis il a accès à des choses. Vous pouvez le mettre à l'intérieur de la maison, ou vous pouvez la mettre dans un coffre. Là, ça va vous donner un petit peu des idées de graduation de cette clé. En fonction de l'endroit où vous allez la mettre, vous allez avoir des niveaux de sécurité plus élevés. Là encore, c'est vraiment du bon sens. Donc, du côté de Silicon Labs, on a mis en œuvre donc ce qu'on appelle le Secure Vault, c'est-à-dire dans tous nos composants, mais que vous retrouvez chez vous, dans des objets vraiment consumer, mass market et ainsi de suite. Dans tous les nouveaux produits, il y a ce Secure Vault qui est à l'intérieur. Il peut ou pas être activé, il peut ou pas être à différents niveaux de sécurisation, mais les transistors, ils y sont. Donc, la première chose, c'est ce qu'on doit faire, c'est un Secure Boot, c'est-à-dire de partir d'une fonction
qui est spécifique, intrinsèque aux composants, à chacun des composants. Vraiment l'empreinte digitale de chaque composant qui n'est pas clonable, c'est elle qui permet d'alimenter une chaîne, d'accord, qui à la fin va venir authentifier qu'on est en train de faire un boot sur un code qui a été validé. D'accord ? Donc, Secure Boot with Root of Trust. Donc ça, c'est vraiment très très important parce que dès le départ, quand vous mettez en route, le composant par lui-même, il sait qu'il va tourner avec quelque chose qui est validé. Puis à partir de là, on va pouvoir commencer à lancer l'application et l'application elle-même va être certifiée avec les bons certificats, un ou plusieurs certificats. Donc vous pouvez très bien avoir des certificats qui viennent du côté Silicon Labs, des certificats qui sont du fabricant de l'équipement, des certificats qui peuvent être spécifiques au contract manufacturer A ou B qui produit cet équipement. Et vous pouvez avoir aussi des certificats aussi par client ou par groupe de clients. Ces différents niveaux vous permettent d'avoir le bon certificat, le bon accès à l'information que vous pouvez à dessein mettre comme vous le voulez dans le système. Mais à la fin des fins, c'est est-ce qu'il y a un Secure Boot with Root of Trust, oui ou non? En gros, pour ceux d'entre vous qui avaient l'habitude de Secure Element, ça revient un peu au même, mais plutôt que d'avoir un composant extérieur qui est un Secure Element, il est directement intégré dans le microcontrôleur qui, de surcroît, a aussi les parties crypto et aussi la partie RF pour faire un vrai composant System on Chip, en fait. Alors l'intérêt de faire ça, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est anti-rollback prevention, c'est-à-dire impossibilité de pouvoir rejouer une reprogrammation du composant avec une plus ancienne version. Si on met une version, elle ne peut être qu'une version ultérieure. Après, donc comme je le disais tout à l'heure, le Secure Debug, souvent le JTAG, c'est des points d'entrée. C'est des points d'entrée pour les attaquants. Alors, dans nos premières versions, en fait, on avait la possibilité au moment de la production de dire est-ce qu'on laisse ou pas la possibilité de faire de debug par la suite. Et ce debug par la suite, c'est par exemple, alors c'est très très rare, mais si par exemple on doit faire une failure analysis, dans une failure analysis, on a besoin de voir quand même ce qui se passe à l'intérieur du composant. Donc, on a vu avec notre communauté de clients que certains d'entre eux voulaient avoir la possibilité de quand même pouvoir accéder à l'intérieur du composant dans un mode bien particulier. Et bien évidemment, en mettant des clés privées à l'intérieur du composant au moment de la fabrication, ou bien plus loin dans la chaîne, l'intérêt, c'est celui qui a cette clé privée a l'accès à l'intérieur. Si on veut faire sauter tous les ponts et empêcher, c'est faisable aussi. D'accord ? Donc, ça, c'est des points qui peuvent être très, très utiles pour à la fois pouvoir débugger, si besoin est, une fois que le produit a été mis sur le marché. Alors, pour faire de la crypto, il faut générer des nombres aléatoires aussi. Donc, pour générer des nombres aléatoires, donc là, c'est pas simple de générer de l'aléatoire avec du digital. Donc là, on a des macros qui ont reçu des coups de tampon du NIST, d'accord, pour montrer que c'est du vrai aléatoire. Alors, les Secure Link, c'est en fait, très souvent, les attaquants, c'est souvent man in the middle. C'est-à-dire, j'ai un MCU d'un côté, j'ai une radio de l'autre. Man in the middle, ça veut dire que, effectivement, si je suis sur le circuit imprimé et que j'ai accès à la connectique entre le pros et la radio, il peut être plus simple de récupérer l'information, d'accord, que si j'ai une protection avec des clés et des clés à la fois publiques-privées. Alors bien évidemment, nous, dans notre cas, c'est encore mieux puisque la plupart du temps, la radio, elle est intégrée dans le pros. Comme elle est intégrée dans le pros, quelque part, venir récupérer les informations, ça donne encore un niveau de sécurité plus importante. Alors après, on arrive sur d'autres niveaux. D'autres niveaux, c'est par exemple comment faire pour se protéger des attaques DPA, donc Differential Power Analysis.
C'est-à-dire des moyens pour venir récupérer des clés. Ben, ça va être par exemple, on va faire évoluer la tension, et en faisant évoluer la tension, on peut récupérer des informations qui permettent de corréler avec des clés. Donc là, il y a de la contre-mesure qui est mise dans les composants. Et si on se rend compte qu'on est dans une attaque DPA en tension ou DPA en température, enfin d'autres formes de DPA, à partir de là, on vient effacer certaines informations. Parce que le PUF, après, quelque part, est corrélé avec de la mémoire aussi SRAM. Donc, et on peut arriver à retirer toutes les clés ou tout le moyen de se générer des clés à partir du moment où on a eu identifié qu'on était attaqué. Et enfin, bon, il y a tout un ensemble de mécanismes sur lesquels je ne vais pas rentrer là dans les détails, d'anti-tamper d'un point de vue plus générique. Donc si vous voulez, ces derniers transparents ne sont pas là pour vous dire attention, il faut absolument que vous ayez tout ceci. Mais déjà, cette prise de conscience du besoin d'authentification, de cryptage, de pouvoir avoir un Secure Key Storage qui est basé sur un PUF, donc c'est un Personal Identification, enfin Unclonable Function, c'est-à-dire l'empreinte digitale qui est spécifique à chaque composant pris individuellement. C'est ce mécanisme qui va vous permettre de sécuriser une ou plusieurs de vos clés, un ou plusieurs de vos certificats dans cet environnement. Bon, comme on s'appelle Silicon Labs, parce que tout ce que vous avez vu là est quelque part générique à notre communauté. Après, certains le font, d'autres ne le font pas, ou peuvent le faire de manière différente, avec les mêmes objectifs. Nous, c'est-à-dire déjà tout ce qui est True Random Number Generator, Crypto Engine ou Secure Boot, déjà tout est mis dans quel que soit le composant. Et puis après, certains rajoutent Root of Trust, Secure Element, Secure Vault, avec les différentes fonctionnalités. Donc là, bon, c'est les équipes techniques après qui peuvent vous aiguiller sur lesquels sont importants. Enfin, les plus adaptés pour votre besoin. Alors, maintenant, quand vous parlez sécurité, je veux dire, chacun d'entre vous n'est pas obligatoirement un expert en sécurité. Comment faire pour distinguer le bon grain de livret? Comment faire pour essayer de voir les niveaux de sécurité des composants les uns par rapport aux autres? Donc, il y a une alliance de fabricants, d'utilisateurs qui s'appelle IOXT. D'accord, c'est américain, mais il y a des acteurs européens qui sont à l'intérieur, sur lesquels ils vont faire des analyses pour voir différents niveaux de certification. Et Silicon Labs, avec donc les Cortex M33 qui sont à l'intérieur, mais surtout aussi en y rajoutant des fonctions qui sont spécifiques mentionnées tout à l'heure, on est, pour l'instant, on va dire un des premiers, à obtenir le niveau 3 de cette certification, qui est le niveau le plus élevé pour des objets connectés. Donc microcontrôleurs, sub-giga ou 2.4 giga, intégrant micro et partie RF. D'accord ? Donc là, je vous conseille de regarder cette alliance IOXT. Il y a d'autres organisations européennes ou américaines sur lesquelles il va y avoir tout un travail. Donc voilà un petit peu cet environnement orienté sécurité. Mais vous voyez, avant tout, je dirais, ce transparent, c'est un petit peu pour vous dire ce qui est important, c'est vous qui faites du home automation and control, du lighting, de l'industrie 4.0, des meters, du retail ou quoi que ce soit, c'est surtout de grâce penser sécurité dès le début. Sans vous dire je vais mettre le composant A, B ou C, c'est pas ça, mais que ce besoin d'authentification, vous l'ayez au départ et que ce ne soit pas un ransomware qui arrive quelques années après qui vous dise « Ah bah oui, si j'avais su, j'aurais fait ». Donc, pensez à l'authentification, pensez aux mises à jour sécurisées, pensez aux 4 piliers dont on a parlé au début, pour voir dans quelle mesure ça peut être mis dans la spec tout en haut de la spécification et pas tout en bas. Parce que très souvent, si je discute avec des fabricants de capteurs, la personne me dit « Mais attendez, nous, on ne nous demande pas
d'être sécurisé. C'est pas dans la spec. C'est pas dans la spec. Et donc, ceci, alors quelque part, c'est un fabricant de capteurs, il se dira, bah ouais, quelque part, peut-être 2 ou 3 ans après, ça deviendra dans la spec, et donc ils changeront tous les capteurs. Nous, en tant que fabricant de semi-conducteurs, on se dit que si vous faites des capteurs, autant utiliser les nôtres qui peuvent vous permettre d'atteindre ces niveaux de sécurité au moment où vous en aurez besoin, et sachant que les tarifications sont tout à fait raisonnables d'ores et déjà. C'est plutôt comment on fait pour vous livrer des composants, le vrai problème en ce moment. Mais d'un point de vue prix, la sécurité, oui, elle se compte, j'allais dire en centimes ou en dollars au départ. Par contre, les impacts, si vous avez une flotte de véhicules que vous devez revenir, si vous devez aller à l'autre bout de la planète pour changer des capteurs ou quoi que ce soit, les coûts sont exponentiels. Donc, c'est pour ça qu'on veut faire ces conférences pour vous sensibiliser là-dessus et qu'après, vous challengez notre société Silicon Labs, nos confrères, mais qu'au moins, vous en ayez conscience. Voilà. Et donc, pour conclure, Silicon Labs, maintenant, on a 7 briques de base en plus qu'on pense être un des différenciateurs importants et majeurs et qu'on espère que votre communauté pourra en tirer profit. Ce que je vous propose, c'est peut-être un échange qu'on garde ces quelques minutes. Donc nous, on a notre stand ici avec notre distributeur Melchioni qui est juste au bloc, juste derrière, hein, juste à quelques mètres derrière vous. Donc là, il y a à la fois distributeurs, les FAE, des commerciaux qui peuvent là pour vous aider. Je voudrais faire circuler la parole s'il y a des questions particulières, des objections, même s'il y a certains de mes confrères qui puissent partager aussi ce qu'eux pensent. Mais on pense que la sécurité, c'est vraiment, vraiment important. Et puis, le plus dur, c'est la première question. Ah, super. Pardon. Oui. Bonjour Vincent Liot Kiréval. J'ai une question sur l'ETSI 303-645. Est-ce qu'elle est opposable à ce jour? Opposable, ça signifie quoi? Au sens, on est obligé de l'appliquer, d'être conforme à. Sincèrement, je ne sais pas si on est opposable ou pas. Quelque part, elle existe. Donc, vaut mieux, de base, vaut mieux s'y soumettre. Mais je ne sais pas si légalement, on est opposable. Je ne sais pas. Par contre, ce que j'ai vu à l'intérieur, c'est que ça allait assez loin, quoi. C'est-à-dire un consommateur, si un consommateur sait que son objet a été attaqué, il peut revenir vers le fabricant et lui dire « Attention, là, soit on met un patch, sinon on me remplace le composant. » Donc, il y a pas mal d'effets de bord qui risquent de devenir vraiment importants dans un proche futur. Mais tant que ça n'a pas fait toute la boucle des procédures avec les risques industriels et ainsi de suite, au départ, je pense que beaucoup vont être un petit peu frileux en se disant « Bon, si c'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire. » Mais là, c'est du bon sens. C'est juste du bon sens. C'est-à-dire, si on peut faire sécuriser maintenant, pourquoi ne pas le mettre dans la spec? C'est vraiment ça. Mais peut-être quelqu'un a la réponse dans la salle. Hein. Je préfère vous dire ce que je sais sur... Moi, c'est une question. Alors, non, c'est pas une réponse. Ah. C'était une question. Ouais, je vous en prie. Et si quelqu'un d'autre a la réponse, vous avez la réponse, ouais. On va peut-être laisser la personne juste s'il a la réponse. C'est l'éthique des ingénieurs, on sait, on ne sait pas. En tout cas, pour les objets IoT, c'est Q2 2022 que cette norme-là est applicable, je crois bien. Et j'avais une question, du coup j'en profite. Bon, après ça sera monsieur. C'est concernant le PUF, donc la partie physique, donc ce ne sont pas des clés injectées. Comment vous faites quel est le phénomène qui fait que vous avez une empreinte digitale physique, entre guillemets? Ça, c'est breveté, par contre. je vous dirais sincèrement, même en ce qui me concerne, je ne le sais pas. Je sais qu'on va utiliser des paramètres, des paramètres de variabilité au sein même du semi-conducteur. Parce que dans le semi-conducteur, vous savez pertinemment, il y a tout un ensemble de paramètres. Il y a toujours du min et du max et une variabilité à l'intérieur. Et puis,
Et puis après, on dit, ben voilà, pour faire nos fonctions de transfert, ça ne peut pas être plus bas que le min, ça ne peut pas être plus bas que le max, parce que sinon, on vient bloquer au niveau de la prod ce wafer. Mais il y a ces variabilités. Donc, ils vont identifier ce type de variabilité à des endroits bien précis, mais qui sont stables dans le temps, stables dans les différentes conditions de température, de pression. Et c'est ces paramètres-là qui permettent de fabriquer ce vrai PUF. Mais là, je peux vous dire, bon, Silicon Labs, je sais, en termes de microélectroniciens, on a vraiment des bêtes. Mais ceux qui, bon, c'est leur vie, quoi. Mais c'est vraiment au niveau microélec. Hein. C'est vraiment au niveau microélec. Mais maintenant, on devient des softs aussi. Donc Pardon. Du coup, j'ai peut-être un élément de réponse, parce que à votre question, je fais partie du club ISO, donc c'est la normalisation, les normes. En sécurité, c'est 27001. Voilà, pour la sécurité, mais en général des systèmes informatiques. Pour tout ce qui est la protection des données, c'est 27701. 27701. Alors, pour ce qui est aussi l'Europe, ça c'est des normes. Après, il peut y avoir des standards. Ouais. On peut descendre aussi sur des parties plus techniques. Par exemple, pour les données de santé, il y a des standards très particuliers. Qui sont spécifiques. Voilà. Donc, pour la partie européenne, moi, je peux vous répondre pour l'instant. À ma connaissance, il n'y a pas de normes. Mais ça peut très bien venir, effectivement. Et il peut y avoir des normes constructeurs qui vont plutôt venir, effectivement, des States, d'où vient plutôt l'innovation, quoi, je pense. Voilà, on ne sait pas. Voilà, du coup, j'en profite pour caser ma question. Par rapport, vous avez parlé des clés, enfin des certificats. Est-ce qu'on est limité du fait de... Non, pour la taille des clés, on peut mettre vraiment ce qu'on veut. Ouais. Voilà. Oui, alors les clés, c'est très, très important, parce que, et notamment aussi les certificats, on va pouvoir mettre... On n'est pas limité en quantité. Alors, bien sûr, il y a toujours une limite physique, hein, mais si vous voulez, il n'y a pas de limitation sur le nombre de certificats et sur les clés. Parce que là, c'est vraiment un process qui permet de stocker les clés d'une certaine manière et non pas, je dirais, un endroit physique où on va mettre la clé et on est verrouillé là-dessus. Et justement, nous, on ne voulait pas un endroit physique, parce que qui dit endroit physique où on est verrouillé, c'est là où on attaque. D'accord ? Et merci pour ces... Donc, vous voyez, dans la sécurité, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, tout le monde, on a une partie du puzzle, et c'est un travail collaboratif. C'est vraiment un travail collaboratif. D'autres questions ? Pardon, excusez-moi. Moi, j'avais une question, c'était intéressant, vous avez évoqué les certifications. Bon, à ne pas mélanger avec les certificats fonctionnels du circuit. Donc, vous avez passé une certification ARM PSA Level 3 sur une sous-partie du circuit. Comment vous placez cette certification qui se fait au niveau du semi-conducteur par rapport à l'ETSI 303-645 qui se place au niveau OIM, au niveau du système, en fait ? Ouais, c'est une bonne question. En fait, c'est peut-être ce transparent. Attendez, je vais essayer de. C'est pas mon PC. Je vais remonter. Attendez, tac. En fait, si on regarde ce transparent-là, je pense que la réponse, elle est là. Attendez, pac. Voilà. Ah, je vous prie de m'excuser. Ici. C'est-à-dire, ça c'est repris, c'est du côté américain, mais la 303 c'est pareil. C'est-à-dire, si on regarde Device Authentication, c'est le security, c'est la partie Secure Identity. On est en train de mapper la caractéristique matérielle avec un langage plus amont qui est celui soit des Américains, soit de l'EN 303. D'accord ? Donc ça veut dire, pour avoir l'authentification, eh ben, c'est cette caractéristique-là. Pour faire la mise à jour, eh ben, c'est Secure OTA Update, et ainsi de suite. Donc vous voyez, on essaye de faire une bijection entre le N303-645 ou son équivalent américain, qui se traduit par des fonctions,
et qui elle-même s'explique en termes semi-conducteurs, de fonctionnalité du semi-conducteur. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui et non. Voilà. Parce que je sais qu'il y a une certaine difficulté de recouvrir les exigences qui se passent au niveau système avec le niveau semi-conducteur et qui est très bas niveau. Vous avez des security functions qui sont difficilement couvrables avec ce qu'offre Par exemple, c'est quoi par exemple? Juste que je comprenne. Typiquement, dans PSA, vous avez du secure storage, vous avez du device attestation, des choses qu'on peut retrouver au niveau système, mais les mécanismes qui sont mis en jeu ne sont pas forcément les mêmes. Voilà, et c'est pour ça en fait, il y a tout un travail en fait entre les deux communautés pour essayer de créer vraiment un flux, vraiment une bijection entre ces deux niveaux. Et si vous voulez, Silicon Labs, nous, notre essence, et je veux dire, nos patrons, la boîte, c'est que des ingés vraiment techniques. On se dit, on croit à la sécurité, on pense que c'est fondamental, vraiment fondamental. Ça ne coûte pas obligatoirement énormément plus cher au niveau silicium. Bien sûr, le composant coûtera un petit peu plus cher parce qu'il y a tout un travail de R&D derrière qu'il faut valoriser. Il y a un travail après de gestion des certificats, parce que gérer des certificats, ce n'est pas si simple. Il y a aussi des partenaires, des sociétés qui ne font que ça, qui ne feront que ça. Mais déjà, si tous ensemble, au niveau Europe, on est parmi les premiers à se mettre ce genre à fabriquer des équipements en gardant ça à l'esprit, on a des différenciateurs compétitifs. Après que la technologie, là, c'est une technologie américaine, mais si on arrive à tirer profit des différenciateurs au niveau d'un composant pour que ça devienne un différenciateur au niveau d'un équipement et au niveau d'un système, je veux dire, la valorisation est importante. Et en sécurité, notamment en France, on est quand même... on n'est pas les plus mauvais au niveau mondial. Un de nos patrons sécurité aux US, c'était un Français. Et pour certains qui ont été à la DGA comme moi, je veux dire, on a été, je pense, de notre plus jeune âge, inculqué à l'importance pour un ingénieur de penser à la sécurité. Donc, travaillons. D'autres questions ? Merci. Oui, bonjour, Philippe Charin et D3S. On peut revenir sur le slide où il y a les chargements de clés et... celui à la fin ? Hop, il est passé. Celui-là ? Clé publique, clé privée. Parce qu'en fait, dans la crypto, le problème, c'est les clés. Oui, bien sûr. Donc, vous avez une clé fabricant à un moment. Et comment est-ce que le client met ses clés par rapport à la vôtre? Comment vous vous libérez du client? Comment il se libère de vous? Comment vous restez liés? C'est ça que j'ai pas bien compris. Ouais. Alors là-dessus, c'est ce transparent, c'en est un autre. On voit la clé. Et un ça se passe. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est juste du secure debug. C'est-à-dire, en fait, donc, premièrement, je comprends votre question. Des ingés d'appli de chez moi seront meilleurs que moi pour répondre vraiment en finesse, d'accord ? Parce que je ne veux pas sortir de ma zone de compétence. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que les deux peuvent être complètement décorrélés. C'est-à-dire, nous, on peut prendre la clé de notre client que l'on met dans notre composant. Le client peut prendre sa clé lui-même sans qu'on le sache et la mettre dans son endroit de sécurité à lui ou chez son contract manufacturer. Les deux ne sont pas liés. C'est-à-dire, il y a un mécanisme qui permet d'avoir une ou plusieurs clés, mais le fait de mettre ces clés dans ce coffre-fort est géré par un mécanisme à partir du PUF. Donc ça veut dire que je suis sûr que la réponse est oui sur le fait qu'on peut complètement décorréler. Vous n'êtes pas tributaire de. Donc ça veut dire aussi que dans d'autres termes, j'ai un objet qui peut être sensible, dans lequel je ne veux pas que le fabricant puisse avoir accès. Par ce mécanisme-là, on doit pouvoir lui démontrer qu'il n'y a que lui qui pourrait avoir accès. Donc que ça ne peut pas être vu comme une backdoor vue du côté semi-con. Ce n'est pas des backdoors, c'est des mécanismes en plus.
Voilà. Mais là, par contre, ça demande mes techniques. Moi, je suis que responsable global. Non, j'ai pas entendu. J'imagine aussi qu'on signe un peu des papiers pour savoir. Oui, il y a des... Alors, maintenant, en fait, cet aspect sécurité nous amène à proposer de nouveaux services, d'accord ? Et justement aussi, parce que ça venait aussi des commerciaux, on disait, ben, on en a assez. Si nous, on gagne un projet avec nos collègues en France, on se bat pour gagner un projet, ils le font fabriquer dans un pays low cost, et puis après, on ne voit pas les commandes, et potentiellement, il va se retrouver avec du clone. Il est de notre intérêt commun de pouvoir créer des papiers qui nous permettent de s'assurer que telle quantité, avec telle clé, et ainsi de suite, est bien mise, et qui est cette traçabilité de bout en bout pour protéger la production. Donc c'est encore là un intérêt commun entre les deux parties. Et ça, c'est en train d'être mis en œuvre en ce moment. Non, je veux dire, là où il posait beaucoup moins de questions, c'est bien, c'est que c'est un bon auditoire. D'autres questions, parce que c'est très enrichissant. Il n'y a pas de mauvaises questions. Hein. Il n'y a que les réponses qui peuvent être mauvaises. Et 46. On va faire pas de questions, je compte jusqu'à 3. Non, allez, une petite main qui se lève. Allez, une petite main qui se lève, allez, c'est parti. De bonne guerre. Ouais, il y a des autorisations d'exportation des composants ? Non. Alors, c'est là encore, on voit le pro. Effectivement, j'ai pas vu de l'ECC. Par contre, je vais quand même rejeter des coups d'œil parce qu'il y a pas mal de choses qui avancent. C'est-à-dire comme à partir de cette technologie de base, on construit des nouvelles versions ou même si le VARD est le même, on va rendre actif certaines fonctions. C'est vrai que, mais pour l'instant, on n'en est pas à des licences d'export, quoi. Mais pour l'instant, j'ai pas vu. Par contre, je voudrais voir le numéro ECC. Donc, mais n'hésitez pas à venir me voir et puis on s'échange parce que ces questions-là, elles m'intéressent, justement pour en faire profiter la communauté. Hein. Alors c'est vrai que Silicon Labs, on n'est pas du tout, par rapport à d'autres sociétés où j'ai été, on n'est pas du tout dans le domaine militaire. On n'est pas dans ces domaines-là. Mais par contre, bon, la sécurité, ce qu'on a appris là, ça a du sens de l'autre côté au niveau du consumer. D'autres questions ? Oui, pardon. Vous faites beaucoup de produits radio, ouais. Donc il y a pas mal de failles aussi au niveau des protocoles radio. Comment vous gérez ça et est-ce que vous les résolvez toutes ? Comment vous faites par rapport à vos stacks logiciels ? Alors, c'est une super question. Donc, est-ce qu'on les résout toutes ? Bien sûr que non, d'accord ? Mais il y a un truc que je voudrais vous mettre il y a un petit grain que je voudrais vous mettre de réflexion. C'est, je dois faire par exemple, j'ai une usine d'importance vitale, une OIV. Je mets un capteur, d'accord ? Ce capteur, maintenant ici c'est la mode, je vais le mettre en LoRa. Parce que LoRa c'est à la mode en France. C'est pas la mode dans les autres pays, mais c'est la mode en France. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que je peux écouter très très loin. Mais si je peux écouter très très loin, je ne peux pas discriminer plus d'une dizaine de milliers d'objets qui parlent au même moment. Donc ça veut dire que si je trace un cercle d'une dizaine de kilomètres autour du point où est mon antenne, potentiellement je peux hacker simplement par de la radiofréquence mon industrie d'importance vitale. Ça, personne ne peut répondre à cette question en ce qui me concerne, en France. Alors qu'on est en train de déployer, notamment dans cette région, beaucoup de LoRa. Donc en gros, du hack au niveau fréquence est possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en revenant sur les stacks, s'il y a des trous au niveau des stacks, en termes de sécurité, il y a des processus, alors c'est PCIRT, comme ça, où dès qu'on a l'information d'une faille, cette faille, elle passe dans un canal de communication spécifique avec un process spécifique interne à la boîte pour travailler dessus, mettre en place ce qui va bien et après en faire part aux autorités et donner le patch en retour. Donc le process existe,
Après, le fait de dire il y a zéro faille, non. C'est simplement, il y a un process de mise en œuvre. Et puis après, ça implique OverVR de pouvoir retélécharger ce qui est possible, d'une manière sécurisée, ce qui est possible, et ainsi de suite. Et ce sont les équipes Silicon Labs. C'est-à-dire, on a racheté, bon, on avait besoin de Bluetooth, on a racheté, on a fait notre marché, on s'est dit, bah tiens, il y a des gens, il y a une boîte qui s'appelle BlueGiga, ils ne vivent que par le Bluetooth. Ils pensent tous Bluetooth. Bluetooth va prendre toute la Terre, tout le monde va parler que Bluetooth. Bon, nous, on vient du hard. Bon, ok. Donc, ces gens-là, ils travaillent que sur Bluetooth. On a racheté Ember. Eux, ils travaillaient que sur du Zigbee. C'était parmi les premiers à travailler sur du Zigbee. Et de temps en temps, on a nos collègues à Boston, c'est Zigbee, Zigbee, sinon rien. Et puis on a nos collègues dans les pays nordiques, c'est Bluetooth, Bluetooth, sinon rien. Nous, ici, on se dit, bah voilà, Bluetooth a des avantages, le Zigbee a des avantages. Par contre, on sait que nos collègues, bah, eux, si on leur donne un problème sur la stack, ils vont rentrer dedans, dans les bits et les bytes, pour dire non, c'est meilleur que l'autre. Puis après, on a racheté Z-Wave pour avoir aussi ce protocole. Et maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est de remonter d'un niveau. C'est-à-dire, on se dit, comme on veut être en IPv6 mesh, parce que on peut très bien avoir un très bon transmetteur et émetteur, il suffit qu'il y ait du métal entre nous et ça ne passera pas. Donc le réseau mesh permet justement d'accroître la fiabilité, parce que si on ne peut pas aller en direct avec un réseau étoilé, on peut aller par les côtés. Donc ça, on a développé Fred. Maintenant OpenFred, et on se retrouve, on a racheté Redpine parce qu'on avait besoin de Wi-Fi. Donc là, c'est nos collègues indiens, où eux, c'était Wi-Fi sinon rien. Donc là, c'est nos Indiens. Puis maintenant, on se dit, maintenant, on est au niveau de la maison. Donc Amazon, Google et Facebook, et ouais, c'est Amazon, Google et Facebook, enfin, les boîtes qu'adore mon épouse d'ailleurs. Ils se disent, tout le monde se dit, mais si j'ai un objet, comment je peux faire pour que l'objet de Pierre puisse discuter avec l'objet de Paul? Pas simplement en Bluetooth, mais si je dis je pars de chez moi, bah, et je vais mettre l'alarme, mais je vais éteindre la lumière, et ainsi de suite. Et là, il y a tout un travail que je vous conseille vraiment de regarder qui s'appelle Matter. C'est en fait la communauté Zigbee qui avait ce qu'on appelle les Zigbee Cluster Library, et qui était en gros, quel est le langage si je dois allumer la lumière et faire du dimming? Quel est le langage si j'ai des alarmes et gérer des alarmes? Quel est le langage si j'ai d'autres objets connectés avec des mots bien particuliers? Cette communauté, maintenant, elle est en train de mettre en place un langage commun à différents secteurs de marché. Et donc, en gros, petit à petit, Matter, qui est au-dessus, va nous permettre, à notre communauté de l'IoT, de permettre d'avoir un langage commun à tous, quels que soient les vecteurs, les piliers qui amènent l'information. C'est-à-dire, on peut très bien avoir, je ne sais pas, des lampes qui via remonter de l'info via Zigbee, via ou OpenFred à une gateway qui elle-même va remonter quelque chose, mais ces objets parleront ce langage commun. Donc ça, c'est les tendances qu'on voit au niveau logiciel. Bien, bah écoutez, je crois que je vous remercie déjà d'avoir posé toutes ces questions. C'était bien animé et puis j'ai appris aussi des choses. Donc, comme toujours, c'est le partage et l'intelligence collective qui est toujours bien supérieure à l'intelligence individuelle. Je vous remercie de votre temps et je vous engage à venir voir Silicon Labs Melchioni sur le stand à côté. Merci.